Olivier Besancenot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de En finir avec les présidents. On parlera dans un instant de ce livre qui paraît aujourd'hui, En finir avec les présidents, Olivier Besancenot. Mais tout d'abord, un mot sur ces manifestations, ces meetings de demain. Vous avez prévu de descendre dans la rue pour défendre la démocratie ? Oui, mais demain, je serai évidemment à République, moi, de mon côté, à 13h. J'imagine que ce n'était pas forcément place devant aux Invalides. Aux côtés d'autres organisations, de la gauche sociale, de la gauche politique, pour montrer qu'on sait se rassembler, qu'on sait se serrer les coudes, qu'on sait être unis, et qu'il va falloir l'être dans toute la période par rapport à ce climat politique qui est particulièrement nauséabond, qui est marqué par l'affaire du Rassemblement national, mais plus généralement par un cours qui va du côté de ces idées-là, on va dire. Mais est-ce que vous ne risquez pas de renforcer l'idée que cette justice, justement, elle est politisée ? Si la gauche sort pour finalement dénoncer ou s'en prendre à Marine Le Pen, est-ce que finalement la gauche dit « bah oui, nous on est avec les juges et la justice, elle est de gauche ». Non, nous, si on descend dans la rue, c'est pour dire que le Rassemblement national ne peut pas être au-dessus des lois, et surtout pas eux, qui passent leur temps depuis des années à emmener toute une partie de la classe politique derrière eux. En fait, on vit dans une séquence où la droite court après l'extrême droite, une partie de la gauche parfois court après la droite, sur le thème de quoi ? Du laxisme vis-à-vis de la délinquance, des quartiers populaires de préférence. Sur le thème, les peines ne sont pas assez lourdes, les peines ne sont pas assez sévères, quand il y a des peines, elles ne viennent pas assez vite, il y a trop de recours du justiciable, etc., etc. Donc oui aux peines planchées, oui à la comparution immédiate, au mandat de dépôt, surtout pas de bracelet électronique. Résultat des courses, les prisons sont engorgées, il y a une surpopulation carcérale, et dès qu'ils sont pris le doigt dans le pot de confiture, là c'est plus la même. Ça, c'est une réaction typiquement qui est liée... C'est un caractère de classe, politiquement. Ça va d'ailleurs au-delà du RN, parce que je vois les petites solidarités qui s'organisent selon qu'on est puissant ou qu'on ne l'est pas. Il n'y a pas de poids de mesure. La justice, elle doit être la même pour tous et toutes. C'est ça, fondamentalement. En tous les cas, c'est ça que moi, j'ai envie d'aller défendre demain en descendant dans la rue à 13h. Mais à gauche également, notamment Jean-Luc Mélenchon, il dit que ce n'est pas forcément à la justice de trancher pour dire qui doit être candidat à la présidentielle, que c'est au peuple de trancher. Ce n'est pas quelque chose qui vous parle, ça ? Vous en parlez un petit peu d'ailleurs dans votre livre, de l'importance du peuple et du contrôle des élus par le peuple. Ce que j'entends surtout, c'est un argument qui, alors là, pour le coup, est tout à fait déstabilisant sur le thème. En fait, Marine Le Pen, il ne faut pas qu'elle soit condamnée et elle est victime d'une injustice. Pourquoi ? Parce qu'elle est en tête des sondages. Alors là, c'est une nouveauté encore qui peut peut-être arriver dans la Ve République, qui est en effet marquée par le présidentialisme, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul, une forme de royauté élective. Par exemple, la Constitution actuelle, dans ses articles 67 et 68, je ne vais pas jouer le constitutionnaliste de service, je vous rassure, mais prévoit l'immunité présidentielle sur le civil, sur le pénal et l'administratif. Ça veut dire que le président ou la présidente, tant qu'il est président ou présidente, peut faire absolument ce qu'il ou elle veut, il lui arrivera rien. Le temps de sa présidence. Visiblement, pour Nicolas Sarkozy, c'est un peu différent. Et là, on va peut-être arriver à une jurisprudence sur le thème, celui qui est en tête des sondages pour la présidentielle pourra d'ores et déjà bénéficier de l'immunité pendant qu'on y est. Donc, en fait, ce que conteste le Rassemblement national, c'est cette exécution, entre autres, cette exécution provisoire, le fait que, même si elle a fait appel, Marine Le Pen, elle est quand même condamnée à une peine d'inéligibilité. J'entends, je vous dis, c'est ceux qui sont hyper durs le restant du temps, tout à coup, c'est les ténors du barreau. Ils nous rappellent que les justiciables ont des droits. Oui, mais dans ces cas-là, c'est le cas pour tout le monde. Par ailleurs, je le rappelle que visiblement, la Cour d'appel accélère un peu le rythme pour que ça passe dès l'été, de ce que j'ai compris, dès l'été 2026, c'est-à-dire avant l'échéance présidentielle. Comme quoi, il y a bien une ambiance politique qui joue, et d'ailleurs, le Rassemblement national le sait très bien. Oui, justement, ça c'est rarissime. Effectivement, le communiqué de la Cour d'appel qui dit qu'elle envisage de rendre une décision à l'été 2026, donc pas par hasard, évidemment. Ça permettrait à Marine Le Pen de savoir si oui ou non elle est condamnée bien avant la présidentielle. Vous êtes choqué d'une certaine manière par ça ? Non, pas choqué. Je vois qu'il y a l'ambiance politique joue de toute façon et tout le monde le sait. Donc on peut faire les hypocrites. Je veux dire, le gouvernement est le premier, en tous les cas certains d'entre eux, à faire énormément de politique. Je pense à M. Retailleau, qui est même pas un ministre de l'Intérieur. C'est l'avocat commis d'office de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a rien à demander. M. Retailleau prend sa défense en attaquant la justice. Donc on est en train de vivre une séquence où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer. Vous voulez dire que la pression a fonctionné finalement sur la justice, une forme de pression ? On est dans cette bataille-là en tous les cas. On est dans cette bataille-là parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. Je voyais que vous étiez en train d'annoncer le début de la présidentielle. Moi je vois plutôt l'agonie du système présidentiel. C'est-à-dire que là c'est une preuve parmi d'autres finalement que la vie politique
la vie publique, du coup, vit complètement suspendue à cette échéance. C'est-à-dire, on sort d'une élection présidentielle, on prépare la suivante, et tout est lié à ça. Résultat des courses, quand on est condamné ou qu'on est en train de l'être, eh ben, on nous explique que le fait d'être candidat et en tête des sondages, ça vous permet de vivre au-dessus des lois. Non, il n'y a pas de délinquance au col blanc. On doit avoir le même discours pour tous et toutes. Là, c'est ce que vous dites dans votre livre d'ailleurs, hein, que pour vous, la question, c'est pas de savoir si la Ve République va rester en place, mais c'est de savoir ce qui va remplacer cette Ve République. Pour vous, elle est morte d'ores et déjà? C'est-à-dire que, oui, je pense qu'elle est morte en grande partie, mais pas simplement du point de vue de ce que pensent les secteurs du bas de la société qui sont souvent révoltés par les mesures antidémocratiques de la Ve République, mais aussi vu du haut, c'est-à-dire du point de vue des classes possédantes. Historiquement, la Ve République, elle naît dans le cadre de l'histoire coloniale française, dans le cadre de la guerre d'Algérie, le 13 mai 1958, par une tentative de coup d'État d'un secteur de l'armée qui va appeler De Gaulle au pouvoir. Et cette constitution va être faite sur mesure pour De Gaulle qui réclame les pleins pouvoirs. Mais elle était garante de stabilité pour les classes possédantes. J'ai l'impression que c'est plus le cas. Raison pour laquelle, si c'est plus le cas vu d'en haut et vu d'en bas, il y a un moment aussi où vu d'en haut, peut-être qu'on nous dira, ça fait plus l'affaire, faut quelque chose de plus dur encore, de plus autoritaire. Raison pour laquelle j'aimerais qu'à gauche, on se ressemble dans la rue, qu'on se mobilise, mais qu'aussi on essaye de rediscuter de cette question de l'hyper-présidentialisme qui fait des ravages dans la vie politique, comme je le disais, mais qu'on fait peut-être aussi un peu trop à gauche. Parce que si on pense qu'à la présidentielle à gauche, on oublie la séquence telle qu'elle est en train de se développer aujourd'hui. Donc vous avez l'impression que c'est la fin de la Ve République. C'est vrai qu'on assiste à plusieurs crises successives. On a eu plusieurs premiers ministres en l'espace de quelques mois à peine. Mais finalement, ça tient. Là, François Bayrou, on disait qu'il ne tiendrait pas. Mais finalement, il est toujours là. Donc il y a des compromis qui sont possibles en France. Mais à quel prix ? À quel prix ? Je veux dire, en effet, ça tient, donc je peux pas aller plus vite que la musique, mais à quel prix ? C'est-à-dire, moi, mon problème, c'est pas quelle est la date de péremption de tel ou tel Premier ministre ou de François Bayrou ou d'un autre. Le problème, c'est ce que ça apporte ou pas politiquement. Et je vous dis, il y a un changement de séquence. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on l'a vécu en partie au moment de la grande mobilisation sur les retraites, où de fait, les réponses constitutionnelles de la Ve République, eh bien, en fait, à ce moment-là, ont renforcé les mobilisations sociales plutôt que les amoindrir. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de repenser à une démocratie qui devrait être, j'allais dire, le b.a.-ba, c'est-à-dire ascendante, qui fonctionne non pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Et plutôt que de remettre tous nos pouvoirs entre les mains d'un seul qui décide de tout, eh bien, autant donner tous nos pouvoirs sur la base d'un contrôle de la population et une assemblée qui soit démocratiquement élue. Alors, il y en a un autre qui décide de beaucoup de choses en ce moment, et pas seulement aux États-Unis, puisque ça fait des secousses, des séismes partout dans le monde. C'est Donald Trump. Je voulais vous faire réagir à l'autre grande actualité qui nous secoue en ce moment, évidemment. Donald Trump, regardez cette image, Olivier Besancenot, c'est lorsqu'il a annoncé ses droits de douane phénoménaux pour tous les pays du reste du monde. Il était avec un ouvrier qui travaille dans le secteur automobile, et il a dit, très clairement, on va l'entendre d'ailleurs, ce qu'il a dit à ce moment-là, on l'écoute. Nous devons prendre soin de notre peuple et nous allons nous occuper de notre peuple en premier. Désolé si ça dérange. Aujourd'hui, nous défendons le travailleur américain et enfin, nous remettons l'Amérique au premier plan. Il défend les travailleurs américains, il veut lutter contre le libre-échange à outrance. Finalement, il n'est pas si loin de vous, Donald Trump. Oui, c'est presque beau comme dans l'intelligence artificielle. Ça doit être Elon Musk qui doit être derrière tout ça. Mais écoutez, ça, c'est vraiment des tartes à la crème. Rappelez-vous des discours de Nicolas Sarkozy en France, pour pas aller si loin, au moment de la crise financière en 2008. Il y avait des intonations anticapitalistes contre le capitalisme financier. La réalité, c'est que ce monsieur, aujourd'hui, va porter probablement le nom d'une nouvelle période du système capitaliste à l'échelle internationale. On vit suspendu à tous les décrets qui signent finalement chaque jour. C'est une nouvelle ère, c'est-à-dire que la phase de la mondialisation libérale, en effet, elle est terminée. Je pense qu'elle est derrière nous. Il y a une nouvelle phase qui commence, qui est une cherche où le système capitaliste se cherche des nouveaux moyens d'accumuler un certain nombre de richesses, c'est-à-dire un nouveau régime d'accumulation capitalistique qui est marqué par le protectionnisme cette fois-ci, la compétition entre les États. Or, malheureusement, ça c'est vieux aussi comme le système capitaliste. Mais il veut faire une révolution tout de même, Donald Trump. Il a encore redit aujourd'hui dans ses déclarations, c'est une révolution économique. Ça va être peut-être un peu douloureux, ça va pas être facile. Non, mais c'est pas une révolution économique parce que c'est le cadre du système actuel, c'est-à-dire de l'économie de marché, qu'il est en train de défendre avec une autre variante que celle qui était
précédemment développée, c'est-à-dire la mondialisation libérale, je vous le disais, marquée par le protectionnisme. Or, dans l'histoire, c'est déjà arrivé, dans l'histoire du capitalisme, qu'il y a des phases de protectionnisme et donc de compétition économique accentuée entre les plus grandes puissances du monde. En général, ça se termine mal. Une grande révolutionnaire, elle l'était pour le coup, qui s'appelait Rosa Luxembourg, et qui expliquait que, en général, les guerres sont le prolongement sur le terrain militaire d'une compétition qui a lieu avant sur le terrain économique. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres locales de forte intensité, et c'est pour ça qu'on est tous et toutes en train de trembler dans cette nouvelle séquence qui commence. C'est dans ce monde-là qu'il faut évoluer, qu'on va évoluer, et c'est ce monde-là qu'il faut changer. C'est ce mot-là que vous utilisez, vous êtes en train de trembler? Moi, je suis comme beaucoup, je suis extrêmement inquiet par ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas rester spectateur, précisément parce qu'on est dans une séquence qui est une période frustrante par nature, c'est une période de transition. Donc c'est dans ce monde-là qu'on évolue, c'est ce monde-là qu'il faut changer. Moi, je suis toujours, pour le coup, vraiment révolutionnaire.